1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dev du jeudi. Le 6e épisode. Donc aujourd'hui, on va parler de FireMonkey. Je sais que beaucoup de gens attendent cette session. Donc on va voir FireMonkey. Sur la partie Windows exclusivement, hein, puisque bien entendu un des avantages de FireMonkey c'est de pouvoir faire du multiplateforme. Mais pour la partie macOS, on a une session dédiée à ça. Et pour la partie mobile, on a également une session le mois prochain dédiée à ça sur la partie iOS. Donc on verra tout ce qui est FireMonkey, pas mal de choses à voir. On va voir comment ça fonctionne, ce que ça permet de faire, les particularités des composants. Et on va également parler des styles FireMonkey. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de différences par rapport au style de la VCL. On peut aller beaucoup plus loin, que ça n'a rien à voir avec les styles de la VCL. Et on verra comment on peut faire tout ça justement. La petite aparté sur les offres en cours, alors en fait il y en a beaucoup moins que la dernière fois. La majorité des offres qui étaient valables la dernière fois étaient valables jusqu'au fin mars. Donc beaucoup d'offres ne sont plus disponibles. En fait la seule chose qui est toujours disponible c'est tout simplement les composants FireDAC. Je rappelle que les composants FireDAC, donc c'est des nouveaux composants d'accès aux données qui sont disponibles. Donc beaucoup de types de bases de données qui sont accessibles via FireDAC. Si vous êtes déjà en X3, vous avez possibilité de récupérer, si vous êtes en X3, pardon, entreprise minimum, vous avez possibilité de récupérer les composants FireDAC. Donc sur ce lien-là, vous retrouvez comme d'habitude tous les liens pour pouvoir récupérer. Ici, vous avez le lien pour récupérer et télécharger FireDAC. Pour les autres, il existe bien entendu des tarifs pour acheter les versions de FireDAC et les intégrer dans vos applications. Voilà, donc c'est la seule offre qui reste qui est disponible. Toutes les autres offres dont on avait parlé jusqu'avant sont terminées puisqu'elles étaient valables jusque fin mars. Ok, avant de commencer, je vois qu'il y a quelques petites questions. Il y a notamment une question qui est « Bonjour, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Est-ce qu'on peut installer X3 directement sur le cloud? Si oui, est-ce que c'est conseillé? Coût, vitesse ?» Donc, je suppose que le principe, c'est de dire que je vais utiliser la X3 tout le temps, quoi, mais en la mettant sur le cloud, de manière à y avoir accès depuis n'importe où. Donc, l'avantage, ça serait principalement ça, de pouvoir y avoir accéder, de pouvoir y accéder, donc, je ne sais plus parler, de pouvoir y accéder depuis n'importe où. Donc ça c'est un avantage. Si j'ai une machine virtuelle Windows, après il me suffit juste de lancer l'accès bureau à distance et puis voilà la connexion. Pardon. La connexion bureau à distance et puis me connecter sur ma machine en cloud et du coup j'aurai accès à Delphi. Donc, ça serait faisable. La contrainte, elle va plus être en termes de coût, quoi, en fait. Si c'est vraiment l'outil de développement que vous allez utiliser tout le temps, si tous les jours vous allez vous connecter avec et tout ça, sincèrement éviter, quoi, parce que en termes de coût sur le cloud, ça n'aura pas d'intérêt, quoi, en fait. L'intérêt que vous allez avoir de pouvoir y accéder depuis n'importe où, vous allez rapidement le perdre en termes de coût parce que vous allez être connecté tous les jours, donc du coup beaucoup d'échanges entre vous et le serveur.
Et du coup, vous allez avoir votre facture de cloud qui va grimper, quoi, en fait. Donc pour moi, ça reste pas une bonne solution, en fait, même si je comprends tout à fait le principe et l'intérêt de vouloir y avoir accéder depuis n'importe où. Voilà, en fait, sans compter qu'en plus en termes de licence, si on parle plus en termes de licence Delphi, il vous faudra Delphi ou c'est plus leur Orat Studio, bien entendu. Il vous faudra une licence concurrente qui elle aussi sera plus chère, puisque forcément du coup plusieurs personnes pourront y accéder en même temps. Donc si vous n'avez qu'une seule licence, par contre c'est une licence concurrente, donc il n'y en aura qu'un qui y accédera en même temps. Mais sinon ça posera des problèmes avec la licence classique Workstation. Donc pour moi c'est pas une solution envisageable. Ensuite, il y avait une autre question par rapport à la X4. Donc, je rappelle qu'aujourd'hui, on est toujours à la X3. La X4 va bientôt sortir. Hein, X4 qui initialement était prévu comme toutes les versions au mois de septembre. Sortira, voilà, doit sortir ce trimestre. Donc, rapidement ce trimestre. Et donc l'une des principales évolutions, ce sera bien entendu le développement pour iOS. Voilà, donc bientôt, très bientôt logiquement, on a la X4 qui va arriver avec le développement iOS. Je vous rappelle qu'on a une session qui est dédiée à ça le mois prochain, donc on en parlera. Et dès qu'elle sortira, on dira quelques mots avant de commencer les sessions dessus. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à l'épisode du jour. Et on va parler de FireMonkey. Donc FireMonkey, c'est quoi? FireMonkey, c'est un framework qui va permettre de faire du développement multiplateforme. Alors, il y a une petite question. Bonjour, est-ce que dans la X4, il y aura des nouveautés sur FireMonkey 3D, par exemple, gérer un media player en 3D? Il n'y aura pas ce genre de nouveautés dans la X4. Donc, on a possibilité aujourd'hui d'avoir un media player, mais qui est un media player 2D, d'accord, en FireMonkey. Ça ne fait pas partie des évolutions qu'il y aura dans la X4 pour avoir un media player en 3D. Ok, donc je reviens à ce que je disais. FireMonkey, c'est un framework qui va permettre de faire du développement multiplateforme, notamment la principale évolution, c'est ça, mais on va voir également que dans FireMonkey, il y a également pas mal de nouveautés par rapport à la VCL. D'accord ? Je rappelle que la VCL, ça reste le framework pour faire du développement Windows, ça reste exclusivement Windows. FireMonkey, ça reste le framework pour le multiplateforme. On peut bien entendu faire que du Windows avec FireMonkey, il n'y a pas de problème. Mais un de ses avantages, c'est de pouvoir déployer sur plusieurs plateformes. Alors avant de commencer, parce que j'ai tout le temps ce genre de questions, est-ce que du coup il faut que je reste sur la VCL? Est-ce qu'il faut que j'aille sur FireMonkey? J'insiste bien sur le fait que c'est pas parce qu'il y a FireMonkey que ça veut dire que la VCL va s'arrêter, la VCL va continuer d'exister. La VCL par contre est dédiée exclusivement à Windows, d'accord? Elle est 100% basée sur les API Windows, et ça ne changera pas, d'accord? Il n'est pas du tout question de porter la VCL pour faire du multiplateforme avec la VCL. Sinon, on ferait plutôt une usine à gaz, d'accord? Et ça serait pas très simple. Donc, si aujourd'hui votre objectif c'est de faire exclusivement du Windows, si vous voulez profiter de tout l'écosystème qui existe aujourd'hui autour des composants
VCL, d'accord. Il y a de nombreux éditeurs de composants qui existent sur la VCL, d'accord, des plus connus que d'autres, des moins connus, mais on trouve des composants VCL sur à peu près tout et n'importe quoi, d'accord, que ce soit payant ou pas, quoi. Donc si vous voulez profiter de tout cet écosystème, si vous êtes sûr à 100%, à 200% même que vous allez cibler exclusivement Windows, vous pouvez très bien faire du développement sur la VCL. Vous pouvez du coup réutiliser ce que vous auriez déjà sur la VCL et faire vos applications. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais sachez bien qu'à partir du moment où vous faites ça, vous restez exclusivement Windows. Et c'est tout, rien d'autre. Pas de mobile, pas de Mac, pas de toutes les plateformes qui arriveront dans le futur. À partir du moment déjà où vous vous posez la question et où vous savez que vous devez, même si vous ne faites peut-être pas aujourd'hui du multiplateforme et vous devez vous préparer pour le multiplateforme, allez sur FireMonkey, ça c'est sûr. Sur la VCL, vous ne pourrez pas en faire. Ensuite, vous pouvez décider, même si vous êtes exclusivement Windows, d'aller sur FireMonkey pour profiter de tout ce qui est design. On verra que visuellement, on va beaucoup plus loin que ce qui est proposé dans la VCL. Donc si vous voulez profiter de toutes les évolutions graphiques pour pouvoir profiter des évolutions justement de FireMonkey, ça peut être un choix d'aller sur FireMonkey. Voilà, pour profiter de ces avantages-là. On va les voir aujourd'hui, justement, on va en parler pour voir quelles sont les différences et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de débat, est-ce que c'est mieux FireMonkey, est-ce que c'est mieux VCL, il n'y a pas de ce qui est mieux, c'est plus en fonction de ce que vous allez avoir envie, de ce que vous avez besoin de faire, quels sont vos prérequis, voilà, j'ai besoin absolument des composants de un tel qui existent, peut-être qu'il faut partir sur la VCL, je veux faire du multiplateforme, dans ce cas-là, il faut partir sur FireMonkey, et ainsi de suite. Donc, posez-vous les bonnes questions d'abord, et du coup, ça vous permettra de déterminer ce vers quoi il vaut mieux aller. Maintenant, on est d'accord que on a vu qu'on pouvait faire du DataSnap avec un serveur d'application et avoir des applications clients. Du coup, rien n'empêche d'avoir un serveur DataSnap, d'accord, dans lequel on va mettre tout le côté fonctionnel de nos applications et de manière à avoir des clients qui soient le plus légers possible. Et du coup, de mélanger des clients FireMonkey, des clients VCL et ainsi de suite. De la même manière, on va voir dans FireMonkey que tout ce qui est non visuel peut très bien être partagé entre la VCL et FireMonkey. Donc il ne faudra pas hésiter à avoir mes objets dans des unités séparées, qui sont des vraies unités que de code pur, avoir des data modules pour séparer tout ce qui est visuel de non visuel, et ainsi de suite. Quoi, en fait. Donc pour FireMonkey, si je fais fichier nouveau autre, je vais voir que dans projet Delphi, j'ai plusieurs possibilités. J'ai la possibilité de faire une application de bureau FireMonkey. Donc pour ceux qui étaient en X2, ça change un petit peu là, puisque avant vous aviez deux icônes, possibilité de faire une application HD, une application 3D. Alors on va voir qu'on peut toujours faire les deux, mais simplement ça a été regroupé dans un seul icône qui est les applications de bureau FireMonkey. Ce sera HD ou 3D, on va voir. On a également du FireMonkey pour tout ce qui est Metropolis UI, d'accord, donc Windows 8. On ne va pas en parler aujourd'hui, puisqu'encore une fois, on a également un épisode qui est dédié à Windows 8, où on verra un petit peu toutes les particularités de Windows 8, on verra ce qu'on peut faire avec FireMonkey et avec la VCL en fait. Donc on va se concentrer sur les applications de bureau FireMonkey. Donc je dis par rapport à la X2, les changements, c'est que vous n'avez plus qu'un seul icône, vous n'avez plus HD 3D. De la même manière, dans la X2, vous aviez un icône qui vous permettait de faire des applications mobiles FireMonkey, d'accord, des applications iOS en l'occurrence. On ne trouve plus cette icône dans la X3 tout simplement parce que le choix qui était proposé dans la X2 de faire du mobile était basé sur FreePascal, il fallait installer pas mal de choses et tout ça. Ça, c'est plus d'actualité, ça a changé, notamment avec la X4 qui va arriver.
on va pouvoir faire du développement mobile iOS dans un premier temps. Android arrivera après. Et cette fois, qui ne sera pas basé sur FreePascal, mais qui utilisera bien le compilateur Delphi, FireMonkey, et ainsi de suite. D'accord. Donc, ne soyez pas étonnés si vous étiez en X2 que vous passez en X3. Vous ne trouverez plus qu'une seule icône pour la partie HD et 3D, et vous ne trouverez plus la partie mobile. Vous allez la retrouver en X4, mais de manière différente par rapport à ce que vous avez connu dans la X2. Sans toute la problématique de déploiement, de recompilation sur Mac, même si on verra qu'il faudra un Mac. Donc je peux décider de faire une application de bureau FireMonkey. À partir du moment où je lance ça, je vais donc avoir un wizard qui justement me permet de choisir est-ce que je veux faire une application HD ou est-ce que je veux faire une application 3D. Une application HD, ça revient à une application 2D, d'accord. Une application 3D, c'est une application dans laquelle on va pouvoir, bien entendu, comme son nom l'indique, intégrer de la 3D. La vraie différence entre les deux, en fait, parce qu'on verra quand on fait la 3D que même en partant d'une application HD, je peux intégrer de la 3D dedans, c'est que si je veux une application entièrement 3D, qui est complètement 3D, dans ce cas-là, mon application sera plus optimisée si je pars sur une application 3D. Par contre, si c'est plus une application classique 2D, puis il y a certains endroits où j'intègre de la 3D, dans ce cas-là, je peux partir sur une application HD et faire le choix d'intégrer de la 3D après. Aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur la partie 3D. La semaine prochaine, on a un épisode dédié à ça, où on va parler exclusivement de la 3D. Il y a pas mal de nouveautés sur la partie 3D dans la X3 par rapport à la X2. Et surtout, on verra comment on pourrait utiliser la 3D pour, dans des applications plus traditionnelles, pas dans des jeux en fait, pas dans des applications d'architecture ou ce genre de choses, mais même dans des applications plus traditionnelles. Comment on pourrait ramener ça et faire des IHM qui soient un peu plus sympas en fait. D'accord, donc je le répète, c'est vraiment en fait, la différence entre les deux, c'est vraiment le fait que si mon application est entièrement 3D, elle sera plus optimisée dans une application 3D. Mais ça ne veut pas dire que dans une application 2D, je ne peux pas faire de 3D. Je peux également faire de la 3D. Donc j'ai aucun problème, même si je pars sur une application HD, à faire de la 3D à l'intérieur, en passer de l'un à l'autre, il n'y a aucun souci. D'accord ? On verra ça encore une fois la semaine prochaine sur la partie 3D. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie 2D. D'accord ? La partie HD en fait. Donc si je fais OK, je vais me retrouver sur ma fenêtre, d'accord. Au début, ce qui peut choquer quand on n'est pas habitué à FireMonkey, c'est que le contour de ma fenêtre est tout noir, ça fait un petit peu bizarre, hein, alors que quand on faisait une application VCL, on retrouvait bien le look de ma fenêtre Windows. En fait, ça paraît logique, tout simplement parce que quand on fait une application FireMonkey, encore une fois, la principale évolution, enfin, la grande particularité, c'est le fait qu'on puisse faire du multiplateforme. D'accord. Donc la même application, je vais pouvoir la compiler sur différentes plateformes. En fait, si je regarde ici dans la partie plateforme, on avait vu cette partie-là au début. Je vais pouvoir rajouter différentes plateformes. Je clique avec le bouton droit ici, par défaut j'ai Win32. Je vais bien entendu pouvoir rajouter du Win64, donc je vais pouvoir compiler mon application Win64, il n'y a pas de souci. Et je vais également pouvoir rajouter OS X. D'accord, donc la même application va pouvoir être compilée en Win32, en Win64 et sur Mac OS X. Donc ça c'est la grosse évolution, d'accord, de FireMonkey par rapport à la VCL. Ce qui revient à dire en fait que ma fenêtre, par défaut, je ne peux pas lui donner un look Windows parce que ça va dépendre de la plateforme sur laquelle je vais la compiler. Si je compile mon application sur Mac OS X, automatiquement ma fenêtre aura un look Mac OS X. Si je compile mon application que j'exécute sur Windows, on voit bien que ma fenêtre a bien le look Windows. D'accord. Donc pas de souci en fait, même si à la conception je vois ce contour noir
et que ça peut me paraître bizarre, en fait, ma fenêtre, tout simplement, prendra l'aspect de la plateforme sur laquelle elle a été générée. D'accord. Est-ce que c'est du Mac? Est-ce que c'est du Windows pour l'instant? Plus tard, il est prévu d'autres plateformes. Il y aura la partie mobile aussi. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment le fait qu'elle soit noire, c'est tout simplement parce que, voilà, on lui donne pas un look en particulier, parce que ça dépend, en fait, de la plateforme sur laquelle elle sera compilée. Enfin, elle sera exécutée, en fait. On aura compilé, on aura exécuté. Mais ma fenêtre aura bien le look Windows sur Windows et aura bien le look Mac sur Mac. Encore une fois, on ne va pas parler de la partie Mac aujourd'hui et on va se concentrer exclusivement sur la partie Windows. On a une session dédiée sur la partie Mac. Ok, donc je vais déjà aller enregistrer mon projet et on va se concentrer un petit peu sur FireMonkey pour montrer ce qu'on peut faire. Ok, donc une fois passé l'étonnement du contour de la fenêtre, d'accord, si on regarde, après ça reste une forme qui est une T-forme, d'accord, donc je n'ai pas de souci particulier. Je peux remarquer au passage, si je m'amuse à détailler un petit peu, hein, on voit bien qu'on a moins de propriétés sur ma fenêtre que sur une fenêtre VCL. Hein, si je vais sur une application VCL, on se rend compte hein, que sur une fenêtre, on a beaucoup plus de propriétés. D'accord. Quelque part également, ça paraît logique. Tout simplement, encore une fois, il faut bien se dire que ce qu'on crée va être compatible sur plusieurs plateformes. Donc, il se peut qu'on ait dans les fenêtres VCL, on a des propriétés qui sont des propriétés spécifiques Windows. Hein. Si je regarde, par exemple, je vais prendre un truc bête, mais voilà, les propriétés Glass Frame, par exemple, hein, qui me permettent d'avoir de la transparence plus importante. Voilà, sur ma fenêtre. Pourquoi il ne me l'a pas mis? Si on fait ça, par exemple. Pourquoi il me le... Bizarre encore. Bref, ça c'est une particularité, c'est une spécificité Windows, d'accord? Donc il y a quelques propriétés qui sont des spécificités Windows. Toutes les propriétés qui sont sur la forme FireMonkey doivent forcément être des propriétés qui sont capables de fonctionner sous Windows et sous Mac OS X, d'accord? Donc ce qui explique qu'on peut avoir moins de propriétés que ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans une application VCL. Une fois qu'on a fini de regarder ça, on va se rendre compte que dans notre palette de composants, on retrouve toute une série de composants. Les composants classiques qu'on a, on peut en retrouver certains. On essaiera de faire un petit peu le tour de faire tous les composants qui n'existaient pas forcément avant. Et si on se penche sur le code, on va également remarquer une autre petite particularité. J'ai bien ma forme qui est une T-forme, d'accord. Par contre, je vais remarquer une particularité qui est les uses que j'ai et les noms des unités que j'ai dans les uses. Toutes ces, enfin pas toutes, mais tout ce qui unité visuelle en fait, qui va concerner les composants justement, va être préfixé par FMX, d'accord, FireMonkey. Si je reviens sur une application, encore une fois, VCL, je vais me rendre compte que de la même manière, toutes mes unités sont préfixées par VCL. D'accord. Donc en fait, j'ai des unités différentes, l'unité forme, l'unité contrôle, c'est ainsi de suite, et différentes quand je suis dans la VCL que quand je suis dans FireMonkey. Donc je ne vais pas pointer vers les mêmes unités. Dans FireMonkey, je vais pointer sur des unités FireMonkey. D'accord. Ce qui veut dire que, par exemple, si je prends un edit, si je prends un bouton, un button, malgré le fait que ça soit un T-edit, hein, on voit bien, j'ai bien un T-edit, j'ai bien un T-button, d'accord. On pointe vers des unités qui sont différentes, hein, FMX, on voit bien, FMX Force, FMX Edit, FMX Control, et ainsi de suite, qui sont des unités spécifiques FireMonkey. D'accord. Ce qui veut dire déjà que
je ne vais pas mélanger tout ce qui est VCL et FireMonkey. Quand je suis dans FireMonkey, je suis exclusivement dans FireMonkey. D'accord? Pour tout ce qui est composant, je parle. Tout ce qui est visuel, tout ce qui est composant, je reste exclusivement dans FireMonkey. Et pas de... comment ça s'appelle? Et pas de mélange de composants VCL avec des composants FireMonkey. Ça n'est pas possible. D'accord? Ça va vraiment dans tout... J'insiste bien dans le fait que tout ce qui est visuel, hein, si vous prenez des images, si vous prenez un type T-bitmap, ça ne sera pas le même d'accord, entre FireMonkey et la VCL. D'accord. Le T-bitmap, dans FireMonkey, sera vraiment une image, soit PNG, soit JPEG, ainsi de suite. Différent du T-bitmap qu'on va retrouver dans la VCL. Donc pareil, le T-edit, c'est vraiment un T-edit qui est différent, qui n'a rien à voir. On verra au niveau des composants, justement, qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc pas de mélange VCL, FireMonkey au sein d'une même application. D'accord? Je parle bien, quand je dis pas de mélange, je parle bien de la partie visuelle. On est d'accord que si dans mon application, je rajoute une unité Delphi, d'accord? Je parle d'une unité, pas d'une forme, hein. Je rajoute une unité Delphi, ça reste une unité de code Delphi, exclusivement de code, et là, il n'y a aucun problème pour partager cette partie code entre du FireMonkey et de la VCL. D'accord? C'est exclusivement du code, j'ai pas de souci pour partager ça. D'où le fait que je disais au début, pensez bien à séparer en fait tout ce qui est objet, à bien le mettre dans des unités à part, utiliser des data modules, ce genre de choses, pour pouvoir partager des choses entre une application FireMonkey et une application VCL. Mais dès qu'on va parler de fenêtres, de composants, de visuel, tout ce qui est visuel, il n'y a pas possibilité de partager ça entre une application VCL et une application FireMonkey. Alors pour tous ceux qui vont me poser la question, du coup, si j'ai une application VCL, comment je la convertis en FireMonkey? Alors comme ça, c'est pas faisable, d'accord, on est bien d'accord. C'est pas le but en tout cas. Le but, c'est pas de porter une application VCL sur FireMonkey. Ceci dit, il existe un outil qui s'appelle MIDA Converter. Je vais envoyer le lien à tout le monde. Hop. Voilà. Donc il existe un outil qui s'appelle MIDA Converter qui va vous permettre de convertir une application VCL pour en faire une application FireMonkey. D'accord. Si vous regardez, il existe différentes versions. D'accord. Il existe une version basique, une version pro, une version studio, avec différentes fonctionnalités en fonction des versions. Il faut savoir que la version basique, à partir du moment où vous avez une version X3, vous avez accès à une version basique. Pour récupérer cette version, il vous suffirait d'aller sur embarcadero.com en produit, mais je vais vous donner au final le lien final, ce sera plus simple. D'aller sur produit, Delphi ou RAD Studio, d'aller ensuite dans ressources techniques. Non, c'était pas dans ressources techniques, pardon. Hop, c'était pas ça. D'aller dans Downloads. Ici, dans mise à jour, donc les outils additionnels pour les utilisateurs enregistrés de Delphi. Ici, vous allez trouver, voilà, MIDA Converter X3 Edition qui correspond à la version basique VCL to FireMonkey Converter. Je vais vous envoyer le lien. Hop. Donc si vous êtes en X3, encore une fois, si vous êtes en X3, j'insiste bien, c'est valable que pour la X3.
Vous allez pouvoir récupérer la version basique de MIDA Converter. Après, si vous voulez des versions, parce que vous avez par exemple besoin de convertir des composants de TMS, des composants Quick Report, Fast Report, ainsi de suite, composants JVCL, Dev Express, il vous faudra peut-être baser sur la version Pro, ou voir si vous voulez sur la partie reporting, passer sur la version Studio. Voilà. Il y a pas mal de composants qui sont convertis. Encore une fois, c'est pas l'outil parfait. Je passe dans MIDA Converter mon application VCL et hop, tout simplement, je recompile sur FireMonkey et je génère mon application sur Mac et ainsi de suite. Voilà. Ça va vous aider si vous souhaitez convertir une application VCL vers FireMonkey. C'est pas la solution parfaite. Il y a des tas et des tas de cas qui pourront ne pas être convertis. Ça paraît logique. Si vous avez vos propres composants VCL que vous avez créés, ben, il n'y a peut-être pas forcément de correspondance dans FireMonkey, donc il ne peut pas les convertir, d'accord. Si vous avez fait des appels à des API spécifiques Windows, du coup, c'est des choses qui ne pourront pas fonctionner sous Mac OS X, d'accord. Donc il y a plein de choses qui peuvent faire que, voilà, une fois passé sous MIDA Converter, il y aura encore du travail, il y aura encore des choses sur lesquelles qu'il faudra changer, et ainsi de suite. Mais c'est un outil qui peut vous permettre de gagner du temps et de vous aider un petit peu pour la conversion d'une application VCL vers FireMonkey. Maintenant, on va le voir et je ne vais pas arrêter d'insister là-dessus. En tout cas, de mon point de vue, je pars du principe que à partir du moment où on fait du FireMonkey, il y a vraiment des choses qu'on doit penser différemment par rapport à la VCL. Donc pour moi, ça reste pas la meilleure solution de dire je convertis une application VCL vers FireMonkey parce que du coup, je vais peut-être pas forcément utiliser toutes les fonctionnalités de FireMonkey qui sont intéressantes et qui sont avantageuses. Voilà. Donc on verra qu'on peut construire des choses justement en encapsulant des composants et autres. Donc, mais il faut savoir que cet outil existe et que vous avez accès à une version basique qui est fournie à partir du moment où vous avez une X3. Donc n'hésitez pas de ce côté-là. Ok, donc c'était pour répondre à l'éventuelle question de comment je convertis mon application VCL vers FireMonkey. Donc on a dit pas de mélange VCL FireMonkey. On fait du FireMonkey, ça reste exclusivement du FireMonkey, même si j'ai un T-Edit, même si j'ai un T-Button. Attention à autre chose également, quand vous êtes sur FireMonkey, vous remarquerez rapidement que les assistants pour les alignements en fait ne sont pas implémentés pour le moment dans FireMonkey. Donc voilà, ça viendra, mais c'est vrai que du coup ça y est pas et que ça peut être quelque chose qui gêne un peu quand on a l'habitude de les utiliser, mais bon, il faut faire ça. Si je me concentre ensuite sur les composants, que je regarde un petit peu ces composants, parce qu'après tout, j'ai dit que c'était un T-Edit, d'accord, j'ai dit que c'était un T-Button. Si je regarde un petit peu les propriétés, je vais me rendre compte en fait que j'ai des différences par rapport à la VCL. Bien entendu, il y a une partie de mes propriétés qui sont les mêmes que celles que je pouvais trouver dans la VCL, mais je vais trouver quelques petites différences. Si je cherche par exemple la propriété left ou la propriété top, je ne vais pas les trouver. C'est les propriétés qui me permettent de définir la position de mon composant. Donc je ne vais pas trouver ces propriétés. Et en fait, si je regarde, je vais me rendre compte que je vais trouver par exemple une propriété position. Et si je regarde dans cette propriété position, j'ai un X et j'ai un Y. D'accord, le X correspondant left d'avant et le Y correspondant top d'avant. D'accord, donc c'est une des petites différences. Il y en a d'autres, on va voir, où on a des nouvelles choses qui n'existaient pas avant aussi. Ok, donc autre chose également, il faut savoir qu'à partir du moment où on est sur FireMonkey, on est sur un système de coordonnées et sur une grande partie de toute manière des propriétés,
on va voir qu'on passe sur un système où on utilise des flottants au lieu d'avoir des comment ça s'appelle, des entiers. D'accord, donc c'est une des particularités de FireMonkey. Alors, je suis d'accord, hein, si je fais 88.5 par rapport à 88, au niveau visuel, ça ne va pas changer grand-chose sur mon composant. Mais en l'occurrence, en fait, on verra qu'autant peut-être sur la position, ça n'aura pas d'impact, mais sur d'autres propriétés, ça peut avoir un impact, notamment parce qu'on peut modifier l'échelle de mon composant, et ainsi de suite. Ok, donc on a vu la partie position, donc qui est différente par rapport au top et au left. On a d'autres particularités et on a surtout d'autres choses qui n'existaient pas dans la VCL. D'accord ? Des propriétés qui n'existaient pas. Tout simplement parce qu'il faut partir du principe qu'à partir du moment où j'utilise FireMonkey, une des grosses différences par rapport à la VCL, c'est que tous mes composants sont vectoriels. On va voir que ça a un gros impact et que ça permet de faire des choses vraiment complètement différentes. D'accord ? Donc tout ce qui est composant et tous les composants sont vectoriels. On verra également qu'il n'y a pas de différence dans les composants entre, on se rappelle dans la VCL, est-ce que c'est un twin control, est-ce que c'est pas un twin control justement ou autre. Voilà. Ça nous permet de faire des choses différentes dans la VCL. On n'a plus du tout cette notion-là dans FireMonkey. Donc outre la position, on va retrouver des propriétés qui n'existaient pas avant. On va retrouver par exemple l'opacité. L'opacité, on va pouvoir jouer sur la transparence de mon composant. D'accord ? À partir du moment où je suis à 1, mon composant est entièrement visible. Si je mets 0, mon composant est entièrement transparent. D'accord ? Il est bien là, hein, mais il est entièrement transparent. Rien à voir avec la propriété visible. Hein. On va voir que visible, c'est on le voit, on ne le voit pas, c'est tout. Là, en fait, du coup, j'ai 0,1, mais du coup, ça veut dire également que je vais pouvoir mettre 0,5. Là, il est un petit peu transparent. 0,2, un petit peu plus transparent. 0,3. Et ainsi de suite, d'accord ? 0,9 et 1, il est entièrement visible. Donc, je vais pouvoir jouer sur la propriété alpha, en fait, de mon composant, qui va faire qu'il est plus ou moins transparent. D'accord, donc je pourrais par exemple ok, je vais mettre un max à 1, un min à 0. On va mettre ça sur l'événement change, même si en fait on verra après que on pourrait utiliser les live bindings. Et on va mettre edit 1.opacity, le point égal, value. Ok, donc je le fais comme ça pour le moment. Bien entendu, je pourrais le faire avec FireMonkey, avec Live Binding, je veux dire. D'accord. Donc du coup, je vais pouvoir jouer sur le côté transparent de mon composant. Ok, on le voit facilement. Ça, encore une fois, je vous le montre sur un edit. C'est la même chose sur un bouton. D'accord, je retrouve bien ma propriété opacity. Mais c'est la même chose sur n'importe quel composant FireMonkey. Ce qui veut dire également que même une t-string grid, d'accord, ici j'ai une t-string grid, on verra sur ce genre de composant, je vais également pouvoir jouer, pardon, c'était pas là, j'ai changé de composant entre temps, ok, je vais également pouvoir jouer sur sa propriété opacity, d'accord, 0,5, 0,2, de la même manière que sur les autres composants. D'accord, donc ça c'est important, c'est que toutes ces fonctionnalités visuelles en fait qu'on a sur les composants, on va les retrouver sur tous les composants. Encore une fois, contrairement à la VCL, il n'y a pas de différence, est-ce que c'est un twin control et je peux faire ci ou ça, et les autres je ne peux pas faire ça, et ainsi de suite.
toutes ces évolutions visuelles qu'on va voir, on peut les faire sur tous les composants. On a vu la position, on a vu l'opacité. On a une autre propriété qui n'existait pas dans la VVCL, qui est rotation angle. C'est l'angle de rotation de mon composant. D'accord ? D'accord, l'angle de rotation de mon composant, je vais pouvoir jouer sur l'angle de rotation de mon composant. Ce qui veut dire que si je m'amuse ici à mettre 45, je vais avoir un composant avec un angle de 45 degrés. Si je mets 90, je vais avoir un composant qui a un angle de 90 degrés. Et encore une fois, c'est pas juste du visuel, d'accord, pour faire joli, c'est pas juste on a fait une image du composant et on l'a fait tourner. Si j'exécute mon application, bien entendu, mon composant edit reste accessible et va pouvoir fonctionner. Quel que soit l'angle de rotation, de la même manière qu'il va pouvoir fonctionner également, quel que soit l'opacité que je lui mets. D'accord. Ça n'empêche pas de fonctionner. Forcément, le texte est plus ou moins transparent également. D'accord. Mais je vais pouvoir, du coup, faire tourner mon composant. D'accord. Je peux jouer, du coup, sur son angle de rotation. 0. Et on peut aller jusqu'à 360. Forcément, 360, je reviens. Je suis à 359, je suis un peu avant. D'accord. Si je voulais m'amuser à voir ça pour pouvoir le régler, j'ai par exemple un composant qui s'appelle arc-dial, d'accord, qui est un composant, si j'exécute juste comme ça simplement, on voit en fait c'est un peu comme un bouton de volume comme on a sur une chaîne IFI ou autre, quoi. D'accord. Et ça va me permettre de récupérer une valeur, d'accord. Je peux avoir un show value, d'accord, qui va me permettre de voir l'angle de rotation qui est sélectionné, 0, hop, voilà. Donc comme pour tout à l'heure, on pourrait très bien dire, donc il y a bien entendu on change. On va donc faire que edit 1 point, pardon, point rotation angle, le point égal arc-dial point value. Et donc du coup, voilà. Je peux donc faire tourner mon composant. Donc au passage, on en a profité pour voir également un nouveau composant qui est le composant arc-dial, qui est un composant qui clairement n'existait pas du temps de la VCL. Ok, donc on l'a vu, on a possibilité de jouer sur l'opacité, on a possibilité de jouer, encore une fois, l'angle de rotation, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est valable sur tous les composants. D'accord, sur une grille, sur n'importe quel composant, sur un bouton ou autre, je vais pouvoir retrouver cette propriété. Donc on a vu l'opacité, on a vu le rotation angle, on a vu la partie position. On a également la propriété scale, qui est l'échelle. Je vais pouvoir jouer sur l'échelle de mon composant. Par défaut, la taille de mon composant, ça correspond à sa propriété width, on est d'accord, et sa propriété height. Ça, c'est comme la VCL, ça n'a pas changé.
En fait, c'est pas exactement ça, puisque la taille exacte de mon composant, en fait, c'est égal à la propriété width fois scale.x. Et la propriété height fois scale.y. Comme par défaut, le scale en x et en y est égal à 1, le composant a bien la taille de mon composant, enfin la taille de width et height. Mais si je modifie cette propriété scale, ça va jouer sur la taille de mon composant. Si je mets un scale en x à 2, on voit bien qu'il fait 2 fois la longueur. D'accord, donc c'est l'échelle du composant. Et en y, je vois bien que mon composant fait 2 fois sa hauteur. Bien entendu, lorsque j'exécute mon application, on est d'accord, mon composant reste fonctionnel et surtout, c'est là où je rejoins ce que j'avais dit au début, tous les composants sont vectoriels, ça veut dire que quelle que soit la propriété scale que j'ai mis, montons un petit peu notre propriété scale, 4 et 4, d'accord. Ça ne joue pas sur la qualité de mon composant. D'accord ? Le côté visuel de mon composant est conservé parce que mes composants sont vectoriels. Ça, c'est un gros avantage par rapport à ce qui pouvait exister dans la VCL. Ok, on va trouver après, donc ça, les propriétés qu'on a vues, opacité, position, rotation angle, propriété scale, échelle, c'est des propriétés qui existent sur tous les composants. J'ai oublié de préciser, sur le rotation angle, j'ai une propriété rotation center. Par défaut, en x et en y, c'est égal à 0,5 et 0,5. Ce qui veut dire que le centre de la rotation va se trouver en x à 0,5, donc à la moitié, d'accord, et en y à 0,5 à la moitié en fait. Donc le centre de rotation est bien le centre de mon composant. Si par exemple je mettais 0 et 0, le centre de rotation en fait va se retrouver en haut à gauche. D'accord. Si je mets un angle cette fois de rotation à 45, on voit bien qu'on pivote autour du point qui est en haut à gauche de mon composant. Si je mets 90, on voit bien qu'on a pivoté autour de ce point-là. Alors qu'à partir du moment où je mets 0,5 et 0,5, quand je pivote bien autour du centre de mon composant. Donc toutes ces propriétés-là qu'on a vues sont des propriétés qui sont valables dans tous les composants. On a également une autre propriété qui n'est pas une propriété utilisable à l'exécution en fait, mais qui est plus une propriété qui va nous servir à la conception. Cette propriété, vous avez très certainement déjà été confronté à ça. Vous avez plusieurs composants qui sont empilés les uns sur les autres, d'accord, dans votre application. Et j'ai besoin d'accéder au bouton qui est en dessous. Alors bien sûr, je peux utiliser la structure pour y accéder par là. Mais des fois, je vais y accéder directement là, pour X ou Y raison, parce que je veux le déplacer par exemple. Alors soit je m'amuse à décaler mes composants, je sélectionne, après je remettrai mes composants, mais du coup, c'est pas toujours très pratique. Sinon, j'ai une propriété qui est la propriété Design Visible. Par défaut, cette propriété est égale à True. Ce qui veut dire que mon composant est visible au design. À partir du moment où je mets cette propriété à False, on voit bien, mon panel n'est plus visible. Je peux accéder du coup à ce qui est en dessous, sans problème. Encore une fois, ça veut simplement dire que mon composant n'est pas visible au design. Si j'exécute mon application, on voit bien que le panel qui est devant est bien visible. À l'exécution, il sera visible, sauf si bien entendu j'ai mis un visible à la false sur ce composant, ou une opacité à 0 par exemple. Mais c'est juste au design, à la conception. Dès que je resélectionne mon composant, forcément le design visible redevient un trou, et je suis de nouveau, je vois
directement mon composant. Donc sur tous les composants, en fait, je vais pouvoir faire Design Visible et jouer sur cette propriété. D'accord? Donc encore une fois, c'est une propriété qui n'est valable qu'à la conception, qui n'a un impact en fait qu'à la conception. D'accord? Qui n'a pas d'impact à l'exécution. Ok, mais ça reste bien pratique. Je suis persuadé que vous avez déjà été confronté à ce genre de problème. J'ai plein de choses empilées. Et du coup, je vais accéder à ce qui est en dessous et c'est pas très pratique. Ok. Il est bientôt 11 heures. Pardon. On va faire une petite pause, je vais répondre à vos questions et puis après on va faire une petite pause et on continuera après. On a encore plein de choses à voir sur FireMonkey. Ok, est-ce que vous avez des questions? Alors, donc le Media Player en 3D, ça on a répondu. Alors, VCL avec WinRT et RT pour Windows. Donc non, aujourd'hui, dans la X3, quand on crée une application VCL, on crée une application Win32 et Win64. Pas d'application WinRT. On le verra dans la session qui est dédiée à Windows 8. Il existe aujourd'hui, juste pour parler 2 minutes, aujourd'hui il existe 2 versions de Windows 8 en fait. C'est notamment le cas pour tout ce qui est tablette, parce que pour tout ce qui est PC, c'est la version complète qui existe. Pour les tablettes, il y a 2 jeux de tablettes. Il y a les tablettes qui vont utiliser du Windows 8 Lite, entre guillemets, du WinRT en fait, qui est capable de fonctionner avec des processeurs ARM par exemple. Donc c'était le cas, c'est le cas pour les premières tablettes Windows 8 qui sont sorties. Donc ces tablettes-là ne vont accepter que des applications WinRT. Aujourd'hui, on ne sait pas faire à partir du RAD Studio X3 d'applications WinRT. D'accord, on sait faire que les applications Win32, Win64. Dans les tablettes Pro, Windows 8 Pro et dans tous les PC, encore une fois, qui ont du Windows 8, on sait exécuter du WinRT comme du Win32 ou du Win64. D'accord. Tout simplement parce qu'on est sur des plateformes Intel dans ce cas-là. Et ça, bien entendu, on sait créer du Win32 et du Win64, donc ce qui va nous permettre d'avoir des applications Windows qui seront compatibles Windows 8. Mais pas pour les tablettes WinRT. Voilà. C'est prévu dans les prochaines évolutions du RAD Studio d'offrir la possibilité de créer des applications également WinRT. Mais ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Ensuite, peut-on switcher facilement un projet existant FMX HD en FMX 3D? On pourrait avoir un layer spécifique dans lequel en fait on a un composant viewport 3D qui me permettrait en fait d'intégrer dans une application HD de la 3D. Et de la même manière, si je suis dans une application 3D, il faudrait que je mette un layer pour pouvoir coller tous les composants 2D en fait à mon application 3D. Donc il faudrait que j'utilise ces systèmes-là pour passer de l'un à l'autre en fait. Mais on verra, donc la semaine prochaine on va parler de 3D, donc on verra justement toutes les possibilités par rapport à la 3D. Qu'en est-il des hints dans FireMonkey? Comment les afficher? Donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas implémentée aujourd'hui, qu'on n'a pas dans la X3. Pas de hint donc, dans la X3. Encore une fois, tout ce qui est intégré doit fonctionner sur toutes les plateformes. Donc des fois, ça peut demander un peu plus de temps à être implémenté parce qu'il ne suffit pas que ça fonctionne que sur Windows, mais il faut que ça fonctionne sur Mac aussi. Et puis sur la partie mobile, il faudra que ça fonctionne aussi, ainsi de suite. WinRT ou RT dans X4. Donc non, pas dans X4. Hein, le WinRT, c'est pas prévu dans X4. C'est prévu plus tard. J'ai pas d'infos sur la date, dans quelle version on l'aura, mais c'est pas dans la X4 en tout cas. Pas de page contrôle dans X3 FMX. Si on a un... Comment ça s'appelle? C'est qu'il est... J'ai un T-Tab control.
La personne précise, je ne suis pas trop pour l'empilage des composants. Je suis d'accord avec vous, je ne suis pas non plus pour l'empilage des composants. Ceci dit, on verra que on a plein de manières de faire différemment, en fait, hein, plutôt que l'empilage de composants. Et donc on verra que je ne suis pas forcément pour non plus l'utilisation d'un tab control en masquant les onglets simplement pour faire apparaître telle ou telle chose. On verra du coup qu'avec FireMonkey, je pourrais simplifier la vie, parce que je ne suis pas pour en fait le fait d'avoir encore une fois, ça reste un avis personnel, je ne suis pas pour d'avoir une seule fenêtre et de tout voilà, mettre sur la même fenêtre. Mais du coup, je suis d'accord que des fois, certaines fois, on a besoin d'avoir des parties où on va visualiser, sans changer de page, des choses différentes. On verra comment on pourrait faire justement utiliser FireMonkey avec ce genre de choses. Pour simplifier le développement, encore une fois, dans le sens, je vais bien séparer mes différentes fonctionnalités, je ne vais pas tout avoir en vrac sur une seule fenêtre, en fait. Donc, il y a un tab control qui existe dans FireMonkey. D'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Bon, pause café alors. Ah si, une autre question. C'est quoi ce nom FireMonkey? C'est une bonne question. Alors il y a une raison en fait. Hein. C'est pas juste comme ça. FireMonkey en fait c'est le singe, c'est le singe de feu. Dans l'astrologie chinoise, il y a on a des animaux en fait hein, qui ne sont pas des signes astrologiques comme nous. Et on a notamment le singe de feu en fait. Et il faut savoir que le singe de feu, donc le FireMonkey, correspond à l'année 2016. Chaque année, il y a un animal différent en fait. Donc le FireMonkey correspond à l'année 2016. Un des objectifs à l'origine, c'était de dire que avec FireMonkey, on voulait qu'en 2016, on puisse voilà, compiler pour toutes les plateformes qui existent. Voilà, donc c'est ce mélange de tout ça qui a fait FireMonkey. Voilà, l'année 2016, c'était un des objectifs, et voilà. Donc ça vient de là, le FireMonkey. Ok, une autre question. Il y a une personne qui parle concernant le RFID. Oui, c'est quoi la question? Je ne sais pas quelle est la question par rapport au RFID. Il n'y a pas de composant RFID, si c'est ça. Si c'est ça la question. Il n'y a pas de composant en standard. Après, à vous de développer des choses. Quoi. En standard, il n'y a pas de composant RFID, ça c'est sûr. Après, dans le RFID, il existe beaucoup de choses. Il y a certains. Je pense que si on cherche, on va bien trouver des composants. Après, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les gens qui fournissent des solutions RFID fournissent des API ou autres pour accéder à leurs composants, à leur matériel. Mais en standard, il n'y en a pas. C'est trop, comment dire, il y a trop de normes différentes aujourd'hui pour faire un composant spécifique pour RFID. Alors, il y a d'autres questions, je vois. Une question hors sujet, si possible. DataSnap callback, perte de connexion en perte d'internet. Bon, on verra plus ça alors sur la partie HTML5 Builder, du coup. On va pas en parler là, c'est pas le sujet de la session. Ouais, on en parlera plus lors du HTML5 Builder. On sera dans ce cas-là justement. Est-ce qu'il... ok, ça c'est un RFID. Et il sera atteint l'objectif de 2016, je lis les autres questions. On avance bien, on est plutôt pas mal pour le moment. Hein. Donc l'objectif, on a... La question suivante, c'est FMX pour Android. Donc on a la XE4 qui va sortir, je l'ai dit, ce trimestre, dans laquelle on va avoir iOS.
Il faut savoir que Android est prévu de suivre après et devrait arriver cette année. D'accord, donc on sera déjà pas mal. On aura déjà, logiquement à la fin de l'année, on aura Win32, Win64, macOS X, iOS et Android. Donc, ce qui fait déjà pas mal de plateformes. Il y a d'autres plateformes qui sont prévues après. Donc, ma foi, l'objectif de 2016 pour l'instant avance bien, se présente bien. On verra bien quoi après. Windows 8 RT, ça fait partie des... Après iOS et Android, il y a Windows 8 RT qui est prévu, il y a Linux qui est prévu aussi. Voilà, ça fait partie des plateformes prévues après. D'autres questions? Non? Ok. On fait une petite pause café. Pain au chocolat et tout ça. N'hésitez pas à m'envoyer, j'en attends encore mes pains au chocolat. Et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.